Je m'appelle Chloé et j'ai 30 ans. Avec le recul, je suppose que ma vie a commencé à s'effondrer quand j'avais 6 ans, même si je ne le savais pas à l'époque. C'est à ce moment-là que mon père est mort dans un accident de voiture. Un jour, il était là, à m'apprendre à faire du vélo dans notre allée. Et le lendemain, maman pleurait et me disait qu'il ne rentrerait plus jamais à la maison. Après la mort de papa, il ne restait plus que maman et moi. Elle a fait de son mieux, je crois. Mais elle gérait son propre chagrin. Nous avons déménagé dans un appartement plus petit et maman a dû cumuler 2 emplois pour nous faire vivre. Je passais beaucoup de temps seule ou avec des babysitters. Maman rentrait épuisée, préparait le dîner, m'aidait à faire mes devoirs si elle en avait l'énergie, puis s'effondrait sur le canapé devant la télévision. Ces années, entre 6 et 12 ans, ont été étranges. Maman est sortie avec quelques hommes, mais rien de sérieux. Elle se faisait belle les week-ends, me laissait chez Madame Dubois, la voisine, et revenait soit très heureuse, soit très triste. Aucun d'entre eux n'est resté assez longtemps pour que je m'y attache. Maman leur trouvait toujours un défaut. Puis, quand j'ai eu 12 ans, tout a changé. Maman a rencontré Robert à son travail de bureau. C'était un comptable, un homme calme et gentil, avec des cheveux bruns qui commençaient à grisonner sur les tempes. Robert était différent des autres. Il m'écoutait quand je parlais de l'école et posait de vraies questions sur mes amis et mes cours. « Qu'est-ce que tu penses de Robert ?» m'a demandé maman un soir, après qu'il soit venu plusieurs mois de suite. « Il est bien », ai-je répondu. Et c'était vrai. Il n'en faisait pas trop et n'agissait pas comme s'il essayait de remplacer mon père. 6 mois plus tard, maman et Robert se sont mariés. Nous avons emménagé dans la maison de Robert, qui était plus grande que notre appartement. J'ai eu ma propre chambre et Robert m'a aidé à la peindre en violet. Quand j'ai eu 13 ans, maman m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais excitée à l'idée d'avoir un frère ou une sœur. Le bébé s'est avéré être une fille, Emma. Elle était minuscule, toute rouge et pleurait beaucoup, mais je la trouvais parfaite. Mais tout a changé après la naissance d'Emma. Maman a complètement arrêté de travailler, puisque Robert gagnait bien sa vie, et elle a consacré chaque minute de sa journée à Emma. Elle est devenue obsédée par l'idée d'être la mère parfaite pour son nouveau bébé. Elle lisait des livres sur l'éducation des enfants, rejoignait des groupes de mamans et passait des heures à regarder Emma dormir. Soudain, je suis devenue entièrement la responsabilité de Robert. C'était lui qui allait à mes réunions parents-professeurs, qui m'aidait à faire mes devoirs tous les soirs et qui m'emmenait à l'entraînement de foot 2 fois par semaine. Maman semblait à peine remarquer que j'existais. « Robert, tu dois passer plus de temps avec Emma », lançait maman quand elle le trouvait en train de m'aider avec mon algèbre. « C'est ta fille. Chloé peut bien se débrouiller seule avec ses devoirs. »« Elle a du mal avec ce chapitre », répondait calmement Robert. « Ça ne prendra que quelques minutes de plus. »« Emma a besoin de son père aussi », répliquait maman en berçant le bébé. « Tu es toujours en train de t'occuper de Chloé. » C'est devenu une dispute constante chez nous. Maman agissait comme si le fait que Robert s'occupe de moi enlevait quelque chose à Emma. J'ai commencé à me sentir coupable chaque fois que Robert m'aidait. Les années ont passé ainsi. Robert est devenu plus un parent pour moi que maman ne l'a jamais été. Quand j'avais des problèmes à l'école, je parlais à Robert. Quand j'avais besoin de nouveaux crampons pour le foot, Robert m'emmenait faire les magasins. À 17 ans, alors que je pensais à l'université, maman était complètement absorbée par le monde d'Emma. Emma avait 4 ans à l'époque, et maman la traitait comme si elle était en or. La moindre petite chose qu'Emma faisait était extraordinaire et méritait d'être célébrée. « Regarde, Emma a dessiné une fleur », s'extasiait maman en montrant à Robert un gribouillage. « Elle est si artiste ». Pendant ce temps, quand je ramenais mes bulletins avec les félicitations du conseil de classe, maman y jetait un œil et disait « C'est bien ma chérie », sans vraiment regarder. C'est Robert qui a fait des recherches sur les universités avec moi, qui m'a aidé à remplir les dossiers d'inscription et qui m'a conduite aux journées portes ouvertes des campus. Quand j'ai été acceptée à l'université de Bordeaux avec une bourse partielle, Robert était aux anges. Robert a fini par payer 30% de mes frais de scolarité. La bourse couvrait 70% et j'ai contracté de petits prêts étudiants pour le reste. Maman n'a jamais proposé de contribuer. Quand je suis partie pour l'université dans une autre ville, seul Robert a pleuré. Maman m'a fait une brève étreinte et a dit « Appelle-nous quand tu seras bien arrivé ». Mais Emma, qui avait 6 ans à l'époque, me fixait avec une expression vide. « Dis au revoir à ta sœur », l'a incité maman. « Ce n'est pas ma sœur.
a dit Emma d'un ton sec. C'est juste Chloé. Maman a ri comme si c'était mignon. Oh Emma, ne sois pas bête. Mais Emma n'était pas bête. Elle le pensait. L'université m'a fait du bien. J'étais enfin dans un endroit où j'avais ma place, où les gens s'intéressaient à ce que j'avais à dire. J'appelais à la maison chaque semaine, mais c'était toujours Robert qui répondait. Quand maman prenait le téléphone, tout ce dont elle voulait parler, c'était d'Emma. Emma a perdu sa première dent. Emma a appris à faire du vélo. Emma s'est fait une amie à l'école. Pas une seule fois, elle ne m'a demandé comment se passaient mes cours ou si je me faisais des amis. Pendant les vacances et les congés d'été, je rentrais à la maison, et seul Robert semblait heureux de me voir. Maman était polie, mais distante. Et Emma me traitait comme une étrangère qui se trouvait séjourner dans leur maison. « Pourquoi elle est là ?» a demandé une fois Emma à maman quand je suis rentrée pour la Toussaint. « Parce que c'est aussi sa maison », a dit Robert fermement. « Non, ce n'est pas vrai », a répondu Emma. « C'est notre maison. » Maman a juste haussé les épaules, comme si Emma n'avait pas tort. Après avoir obtenu mon diplôme, Robert m'a aidé à trouver un travail dans la ville grâce à des amis à lui. J'ai loué un petit appartement et j'ai commencé ma vie d'adulte. J'appelais Robert régulièrement et nous discutions du travail, de l'actualité, de tout ce qui nous passait par la tête. Mais j'ai arrêté de visiter la maison aussi souvent. Chaque fois que j'y allais, je me sentais comme une intruse. Emma était alors une adolescente lunatique et elle me faisait clairement comprendre qu'elle ne voulait pas de moi dans les parages. Maman reconnaissait à peine ma présence. Seul Robert semblait se soucier de mon existence et je me sentais mal de détourner son attention de sa femme et de sa fille. Quelques années se sont donc écoulées ainsi. J'avais ma routine, travail, salle de sport, courses, Netflix le week-end. J'avais un bon poste dans une agence de marketing, un appartement petit mais propre, et je venais d'acheter mon propre logement avec un crédit immobilier. C'était bon d'avoir quelque chose qui m'appartenait entièrement. Robert m'appelait toutes les 2 semaines et nous parlions pendant 1 heure de tout et de rien. « Comment ça va dans le nouvel appartement ?» demandait-il. « Tu as réussi à monter ces étagères ?»« Oui, enfin, » lui disais-je. Ça ne m'a pris que 3 tentatives et 2 allers-retours chez Leroy Merlin. Il riait. « J'aurais pu t'aider, tu sais. »« Je sais, mais je voulais me débrouiller seule. » Ces conversations étaient les meilleurs moments de mes semaines. Robert était la seule personne qui semblait sincèrement intéressée par ma vie. Il me posait des questions sur mon travail, si je sortais avec quelqu'un, si je m'étais liée d'amitié avec mes voisins, des choses normales de parents dont maman ne s'était jamais souciée. J'avais 30 ans quand tout a de nouveau basculé. Je n'avais pas appelé Robert depuis quelques mois. Le travail avait été fou et je réglais des problèmes avec ma banque. Mais mon téléphone a sonné un mardi soir et c'était lui. « Chloé ?» Sa voix était différente. Fatiguée. « J'ai besoin que tu passes à la maison ce week-end. Il faut que je te parle de quelque chose. » Mon estomac s'est noué. « Est-ce que tout va bien ? On en parlera quand tu seras là, » a-t-il dit. « Je t'aime, ma grande. » Il n'avait jamais dit ça avant. Pas comme ça. J'ai passé le reste de la semaine à m'inquiéter. Le samedi est arrivé et j'ai conduit jusqu'à la maison, les mains tremblantes sur le volant. Je n'y étais pas allée depuis près de 6 mois. Le jardin avait l'air identique, mais tout semblait différent. Maman a ouvert la porte, ce qui était étrange car d'habitude, elle laissait Robert s'occuper de moi. « Oh, Chloé, » dit-elle, « Robert est dans le salon. » Je suis entrée et je l'ai vu assis dans son fauteuil habituel, mais il avait une mine affreuse. Il avait perdu au moins 15 kilos et sa peau avait une teinte grisâtre qui me serrait la poitrine. « Assieds-toi, » dit-il en tapotant le canapé à côté de son fauteuil. « Robert, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis assise et je l'ai regardé attentivement. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. « Les médecins ont trouvé quelque chose, » dit-il doucement. « C'est un cancer du sang. Ils appellent ça une leucémie aiguë. » La pièce a semblé basculer. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ils peuvent le traiter ?» Il a secoué la tête lentement. « C'est agressif. Ils peuvent essayer quelques traitements, mais... » Il a fait une pause, regardant ses mains. « Les médecins disent que j'ai probablement quelques mois, peut-être 6, si j'ai de la chance. Je ne pouvais plus respirer. Non, non, ce n'est pas possible. Tu n'as que 52 ans, les gens guérissent du cancer tout le temps. »« Pas de ce type, » dit-il gentiment. « J'ai déjà demandé un 2e et un 3e avis. Ils disent tous la même chose. »
J'ai commencé à pleurer, des sanglots laids que je ne pouvais pas contrôler. Robert a tendu la main et a pris la mienne. « Je dois te demander quelque chose, » dit-il. « Quand je ne serai plus là, j'ai besoin que tu veilles sur ta mère et Emma. Elles vont avoir besoin d'aide. » « Bien sûr, » dis-je à travers mes larmes. « Bien sûr que je le ferai. Emma n'a que 17 ans. Elle va commencer son année de terminale. Et ta mère, elle n'a pas travaillé depuis des années. Je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Je les aiderai pour tout ce dont elles auront besoin. » Il a serré ma main. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as toujours été si forte, si indépendante. Mais elles ne sont pas comme toi. Elles vont avoir du mal. Je suis restée dîner ce soir-là, ce qui était la première fois depuis des années que maman me le demandait. Robert était trop fatigué pour manger beaucoup, alors il est allé se reposer dans sa chambre. Emma était là, ce qui était inhabituel. Normalement, elle disparaissait dans sa chambre quand je venais. « Alors ?» dit maman en me passant la purée. « Comment va le travail ?» C'était surréaliste. Elle me posait des questions sur ma vie comme si elle s'en souciait, comme si nous étions une famille normale ayant un dîner normal. « C'est bien, » dis-je. Chargé, mais bien. J'ai été promue responsable de compte senior le mois dernier. « C'est merveilleux, » dit maman. Et son air semblait sincère. « Tu as toujours été si intelligente. Robert se vante toujours de ta réussite. » Emma est restée silencieuse pendant la majeure partie du repas, mais elle ne boudait pas comme d'habitude. Elle a même écouté quand j'ai parlé de mon travail et de mon nouvel appartement. « Tu vis seule ?» a-t-elle demandé. « Oui, c'est juste un 2 pièces, mais c'est à moi. »« Ça doit être agréable, » dit-elle, « d'avoir son propre espace. » C'était la conversation la plus civilisée que nous ayons eue depuis des années. Quand je suis partie ce soir-là, maman m'a serrée dans ses bras à la porte. « Merci d'être venue, » dit-elle. Ça a beaucoup compté pour Robert, et pour moi. Après cela, j'ai commencé à venir chaque semaine. Je passais les samedis après-midi avec Robert, alors qu'il s'affaiblissait de plus en plus. Nous regardions de vieux films ou nous parlions simplement. Parfois, il me racontait des histoires de son enfance ou de ses débuts avec maman. D'autres fois, nous restions assis dans un silence confortable. « Je suis désolée, » dit-il un après-midi où il passait une journée particulièrement mauvaise. « Pourquoi ? » « Pour te laisser avec ce gâchis. Pour ne pas être là pour t'aider à t'orienter dans la vie. Tu m'as plus aidé que n'importe qui, lui ai-je dit. Tu m'as sauvé, Robert. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi. » Il a souri faiblement. « Tu t'en serais sorti. Tu es plus fort que tu ne le penses. Les traitements ne fonctionnaient pas. Chaque semaine, il paraissait plus petit, plus fragile. Mais maman et Emma semblèrent changer. Maman s'asseyait parfois avec nous, apportant de l'eau à Robert ou ajustant ses couvertures. Emma descendait de sa chambre et participait réellement aux conversations. « Je pense faire des études de psychologie, » m'a dit Emma un samedi. « Je veux aider les gens. »« C'est génial, » ai-je dit, et je le pensais. « Tu serais douée pour ça. » Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que nous pourrions vraiment devenir une famille, comme si la maladie de Robert nous rapprochait d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Il est mort un jeudi matin de novembre. J'ai reçu l'appel au travail, de maman qui sanglotait si fort que je pouvais à peine la comprendre. « Il est parti !» n'arrêtait-elle pas de dire. « Il est parti !» Chloé, qu'est-ce que je vais faire? J'ai quitté le travail immédiatement et j'ai conduit jusqu'à la maison. Maman était assise sur le canapé, pleurant dans un mouchoir pendant qu'Emma lui frottait le dos. Quand je suis entrée, Emma a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. L'enterrement a été difficile. Maman a pleuré pendant toute la cérémonie et Emma était dévastée. Après avoir enterré Robert, nous sommes retournés toutes les trois à la maison. Elle semblait vide sans lui. « Je ne sais pas ce que je vais faire, » a dit maman. Il s'occupait de tout. Les factures, les assurances, le crédit de la maison, et nous avons dépensé toutes nos économies pour ces traitements. Nous sommes pratiquement sur la paille. « Ne t'inquiète pas, » ai-je dit. « J'aiderai comme je peux. » Et je l'ai fait. J'ai tenu ma promesse à Robert. J'ai envoyé 1 000 € par mois à maman pour les charges et les courses. Quand Emma avait besoin de choses pour l'école, je les achetais. Quand leur système de chauffage est tombé en panne, j'ai payé les réparations. « Je ne sais pas comment te remercier », a dit maman lors d'une de mes visites. « Tu nous sauves. Je suis tellement désolée de la façon dont je t'ai traitée toutes ces années. J'ai été une mère horrible pour toi.
je veux me racheter maintenant. C'était complètement nouveau. Maman s'excusant et semblant se soucier de moi. Emma était différente aussi. Elle me parlait de l'école, me demandait des conseils, se plaignait de ses amis comme le font les sœurs. Je ne peux pas me permettre une belle robe pour le bal de promo, a-t-elle mentionné un jour, l'air triste. Laisse-moi te l'acheter, ai-je dit. C'est ton année de terminale. J'ai dépensé 400 € pour sa robe et elle était si reconnaissante. Merci beaucoup. Ça représente tout pour moi. Quand Emma a eu son bac, j'étais là, à l'acclamer dans le public avec maman. Après, Emma a couru vers moi en premier. Je l'ai eue, a-t-elle dit. Je vais à l'université. Elle avait été acceptée à l'université de Bordeaux, la même que la mienne. J'étais fière d'elle et je prévoyais déjà de l'aider avec ses frais de scolarité. J'avais l'impression que tout se mettait en place. Emma irait à l'université, réussirait peut-être comme moi. Maman finirait par s'en sortir. Nous allions nous en sortir. Pendant 2 ans, ce fut notre vie. J'ai aidé avec les dépenses universitaires d'Emma, les frais de scolarité, les livres, tout ce dont elle avait besoin. Je les ai emmenés en vacances. J'ai acheté une nouvelle voiture à maman. Elles étaient toujours si reconnaissantes, me disant toujours à quel point je comptais pour elles. J'étais heureuse. Après des années à me sentir comme une étrangère, j'avais enfin la famille que j'avais toujours voulu. Puis Emma m'a appelée, hystérique, à 6 heures du matin. « Maman ne se réveille pas », sanglotait-elle. Je crois qu'elle est partie. J'ai conduit jusqu'à la maison aussi vite que j'ai pu, mais il était trop tard. Maman était morte à 58 ans. Le médecin a dit que son cœur s'était simplement arrêté. Pas d'avertissement, pas de signe. Un jour elle allait bien, le lendemain elle n'était plus là. J'ai géré toutes les funérailles pendant qu'Emma s'effondrait. Elle pouvait à peine fonctionner, alors je me suis occupée de tout. Les fleurs, la cérémonie, tout. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? N'arrêtez pas de demander Emma. C'était ma meilleure amie. Tu m'as moi, lui ai-je dit. On s'a l'une l'autre. Emma est retournée à l'université pour ses examens, et je suis restée pour trier les affaires de maman. C'est là que tout s'est effondré. Le lendemain des funérailles, j'étais dans le bureau de maman, en train de passer en revue ses papiers, quand j'ai trouvé son testament. Je l'ai ouvert, m'attendant à voir comment elle avait partagé les choses entre Emma et moi. Au lieu de cela, j'ai découvert qu'elle avait légué la maison entière à Emma. Mon nom n'était mentionné nulle part dans le document. Pas une seule fois. J'ai fixé les papiers, nauséeuse. Mais j'ai alors vu autre chose sur le bureau. Une lettre manuscrite adressée à Emma, qui n'était pas dans une enveloppe. Maman écrivait toujours ses lettres à la main et les postait à l'ancienne. Je pouvais voir mon nom mentionné dans la lettre, alors je n'ai pas pu m'en empêcher. Je devais la lire. La lettre commençait assez normalement. Maman écrivait que son cœur la dérangeait ces derniers temps et qu'elle s'inquiétait pour sa santé, mais ensuite, ça a empiré. « Si quelque chose m'arrive, » écrivait-elle, « assure-toi de continuer à faire semblant d'aimer Chloé pour qu'elle continue de payer tes études. Je sais que c'est dur, ma chérie, mais pense à tout cet argent. Elle est si désespérée de faire partie de notre famille qu'elle gobera n'importe quoi. Tout comme j'en ai marre d'elle, je sais que toi aussi. Je ne l'ai jamais aimée. Pas vraiment. Nous ne la supportions que pour ce qu'elle pouvait nous donner. Une fois que tu auras ton diplôme et que tu n'auras plus besoin de son argent, tu pourras la rayer de ta vie complètement. Elle ne comprendra jamais qu'elle n'a jamais vraiment fait partie de notre famille. Je l'ai lu 3 fois avant de comprendre. Mes mains tremblaient. Tout, chaque excuse, chaque étreinte, chaque merci avait été faux. Elle m'avait manipulée pendant 2 ans, faisant semblant de m'aimer juste pour mon argent. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre le téléphone de maman qui était posé, déverrouillé, sur le bureau. Je suis allée dans ses messages et j'ai trouvé la conversation entre elle et Emma. Ce que j'y ai lu m'a rendue physiquement malade. Elle m'appelait leur vache à lait. Elle se moquait de mes vêtements, de mon appartement, de ma façon de parler. Emma écrivait des choses comme « Mon Dieu, elle est si pathétique, toujours à essayer si fort de nous faire l'aimer. Et elle croit vraiment que nous sommes une vraie famille maintenant. C'est dégoûtant. » Maman répondait avec des émojis qui rient et des commentaires comme « Continue comme ça, ma chérie. L'argent est trop bon pour le perdre. » Dans un message, Emma écrivait « Je déteste devoir faire semblant de m'intéresser à ces stupides histoires de travail. Elles me répugnent. » Maman a répondu « Je sais, ma chérie, mais pense à tes frais de scolarité. On peut le faire. » J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai aussi photographié la lettre manuscrite avec mon téléphone. Puis j'ai tout remis exactement où je l'avais trouvé. La lettre sur le bureau, le téléphone à côté, le testament dans son dossier.
J'ai fait comme si je n'avais rien touché. Puis je suis montée dans la chambre d'amis et je me suis assise sur le lit, fixant le plafond. Je me sentais complètement vide à l'intérieur. Pendant 2 ans, j'ai cru que j'avais enfin la famille que j'avais toujours voulu. Mais tout n'avait été qu'une comédie. Elles n'avaient jamais changé. Elles étaient juste devenues meilleures pour faire semblant. Je suis restée dans cette chambre et j'ai attendu. Emma allait bientôt rentrer, et je voulais voir ce qu'elle ferait. Continuerait-elle sa performance? Ferait-elle semblant de pleurer la mort de maman et me supplierait-elle de continuer à la soutenir? 2 semaines plus tard, Emma est rentrée de l'université. Elle avait réussi tous ses examens, m'a-t-elle dit au téléphone, mais elle semblait épuisée et triste. Je logeais toujours à la maison, soi-disant pour aider avec les affaires de maman. Mais en réalité, j'attendais juste de voir ce qu'Emma ferait. « Chloé » a-t-elle appelé en entrant par la porte d'entrée. « Tu es là ?»« Dans la cuisine » ai-je répondu, en me faisant une tasse de café. Mes mains étaient stables maintenant. Le choc s'était dissipé, remplacé par un sentiment froid et vide. Emma a laissé tomber ses sacs et a couru vers moi, me jetant ses bras autour du cou comme elle le faisait toujours maintenant. « Tu m'as tellement manqué. Ces 2 dernières semaines ont été horribles. J'ai tout le temps envie d'appeler maman. » Elle a commencé à pleurer contre mon épaule, et pendant une fraction de seconde, j'ai presque cru que c'était réel. Mais je me suis souvenue des textos. Elle me répugne. Je déteste devoir faire semblant de m'intéresser à elle. « Je sais », ai-je dit, en lui tapotant le dos machinalement. « Ça va prendre du temps. » Elle s'est reculée et a essuyé ses yeux. « J'ai si peur, Chloé. Je ne sais pas comment faire toutes ces choses d'adulte. Maman s'occupait de tout, et maintenant elle n'est plus là, et il me reste encore 2 ans d'université. Ça y est, pensais-je. J'ai réfléchi, a-t-elle poursuivi, en s'asseyant à la table de la cuisine. J'hérite de la maison, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas me permettre de la garder. Les mensualités du crédit, les charges, les impôts, c'est trop. Et j'ai toujours besoin d'argent pour l'école. Qu'est-ce que tu penses faire? Ai-je demandé, assise en face d'elle. Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais louer des chambres, ou... Elle m'a regardée avec ses grands yeux tristes qui m'avaient trompée pendant 2 ans. Est-ce que tu pourrais peut-être envisager de m'aider à garder la maison? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu es tout ce qui me reste au monde. Nous sommes une famille. Famille? Le mot me donnait envie de rire, mais j'ai gardé un visage neutre. J'ai regardé les chiffres, a-t-elle continué. Si tu pouvais aider avec peut-être 1 500 € par mois, je pourrais couvrir le reste avec les revenus de la location du sous-sol. Et bien sûr, j'aurais toujours besoin d'aide pour les frais de scolarité et les frais de subsistance à l'université. Donc, elle voulait encore plus d'argent maintenant. Pas seulement les 1 000 € par mois que j'envoyais à maman, mais 1 500 € plus les frais universitaires. Apparemment, je ne facturais pas assez cher leur faux amour. « C'est beaucoup d'argent, Emma », ai-je dit. Son visage s'est décomposé. « Je sais, et je déteste demander, mais je n'ai personne d'autre. Maman est partie, Robert est parti. Tu es la seule personne qui se soit jamais vraiment souciée de moi. » La performance était sans faille. Si je n'avais pas vu ces messages, je serais en train de chercher mon chéquier. « Laisse-moi y réfléchir, » ai-je dit. « Bien sûr, je ne veux pas te mettre la pression. » Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. « J'espère juste que tu sais à quel point je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as été la meilleure sœur qu'on puisse demander. » J'avais envie de vomir. Ce soir-là, Emma a fouillé dans le bureau de maman, soi-disant à la recherche de documents importants. J'ai observé depuis le couloir comment elle a trouvé la lettre et l'a lue, puis l'a rapidement remise en place. Elle a pris le téléphone de maman, a fait défiler pendant quelques minutes, puis l'a reposé. Le lendemain matin au petit déjeuner, elle avait repris son rôle de sœur endeuillée. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit vraiment partie », a dit Emma en remuant son café. « Je m'attends toujours à la voir descendre et me demander si je veux des crêpes. » Je n'en pouvais plus. J'ai éclaté de rire. Pas un petit gloussement, mais un vrai rire, fort, qui a fait qu'Emma m'a regardée comme si j'avais perdu la tête. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a-t-elle demandé. « Toi, » ai-je dit, en riant toujours. « Toute cette performance. Tu peux arrêter maintenant, Emma. Je sais. » Son visage est devenu vide. « Savoir quoi ?» J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran des textos. Je sais ce que toi et maman pensiez vraiment de moi. Je sais que tout ça a été faux. Le visage d'Emma est devenu blanc, puis rouge. Pendant un instant, elle a semblé vouloir nier, mais quelque chose a changé dans son expression.
Et alors, dit-elle, sa voix complètement différente maintenant, froide et dure. Et alors si c'était faux? Tu as eu ce que tu voulais, non? Tu as pu te sentir membre de la famille, pour une fois dans ta vie pathétique. Voilà la vraie Emma. Pas la fille douce et reconnaissante qui me serrait dans ses bras et m'appelait sa sœur, mais la gamine gâtée qui m'avait toujours détestée. Tu es malade, a-t-elle poursuivi en se levant de table, à nous jeter désespérément de l'argent, à essayer d'acheter notre amour. C'était embarrassant à voir. J'essayais de vous aider. Aider? Emma a ri durement. Tu essayais de t'imposer dans notre famille. Maman et moi, on riait de ton désespoir. Comment tu ferais n'importe quoi pour un mot gentil de notre part? J'ai tenu ma promesse à Robert. Papa est mort, et maman aussi, et je n'ai plus besoin de toi. Elle criait maintenant. Toute prétention avait disparu. Je n'ai jamais eu besoin de toi. Je t'ai toujours détesté. Tu n'es pas ma sœur. Tu n'es rien pour moi. Très bien, ai-je dit calmement. Alors tu ne recevras plus d'argent de ma part. Bien. Je ne veux pas de ton argent. Je peux m'occuper de moi-même. Je n'ai pas besoin d'une perdante désespérée qui essaie d'acheter mon affection. Sors de chez moi, tout de suite. Alors je l'ai fait. J'ai fait mon sac, je suis montée dans ma voiture et je suis retournée à mon appartement. Je me sentais étrangement calme. La vérité faisait mal, mais c'était mieux que de vivre dans un mensonge. Au cours des mois suivants, j'ai entendu des choses par des amis d'amis. Emma avait essayé de louer des chambres dans la maison, mais elle était habituée à avoir de l'argent à dépenser pour tout ce qu'elle voulait. Les revenus de la location n'étaient pas suffisants pour couvrir le crédit, ses frais universitaires et son style de vie. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'elle avait vendu la maison. Elle a utilisé une partie de l'argent pour payer le reste de ses frais de scolarité et a mis le reste sur son compte d'épargne. Mais Emma n'avait jamais appris à gérer un budget ou à se priver de quoi que ce soit. En moins d'1 an, des amis m'ont dit qu'elle avait flambé la majeure partie de l'argent en vêtements, voyages et fêtes. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue après avoir obtenu son diplôme, et je m'en fiche. Elle n'est pas ma sœur, pas ma famille, pas mon problème. Elle l'a très clairement dit. Parfois, je visite le cimetière où papa et Robert sont enterrés. J'apporte des fleurs et je parle à Robert de ma vie, de la promotion que j'ai eue l'année dernière, du garçon avec qui je sors. Je pense qu'il serait fier de ce que je suis devenue. Je ne visite jamais la tombe de maman. Je n'ai rien à lui dire. J'ai 33 ans maintenant et je me suis construit une belle vie. J'ai de vrais amis qui se soucient de moi pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. J'ai un travail que j'aime et mon propre appartement qui est vraiment à moi. Je n'ai plus de famille, mais ce n'est pas grave. Je m'aime moi-même et c'est suffisant. Fin de l'histoire.